L'adressage consiste à attribuer une adresse précise à chaque lieu d'un territoire. Il s'agit de numéroter chaque domicile et de désigner chaque voie. Le numéro et la voie forment l'adresse d'un endroit. En voici quelques exemples. L'adressage est une activité de géographe. Le domaine de la géographie qui s'intéresse au nom des lieux s'appelle la toponymie. La branche de la toponymie qui s'intéresse au nom des voies s'appelle l'odonymie. L'odonymie est donc une sous-catégorie de la toponymie. Ainsi, la base de l'adressage, c'est numérotation plus odonymie, numéro plus odonyme. Il existe plusieurs manières de faire l'adressage d'un territoire. Voyons justement d'abord les différents systèmes de numérotation. Ensuite, abordons comment nommer les voies et surtout les enjeux dans le choix des noms de voies. Enfin, je présenterai repère-mètre, c'est le nom que j'ai donné au système d'adressage que j'ai mis au point. On verra en quoi il est le plus optimisé pour le Fénois, vu notre manière d'occuper l'espace et surtout notre manière d'accéder aux lieux. Comment est-ce qu'on numérote les domiciles? Dans chaque système de numérotation, on se place sur une voie, on détermine le début de la voie, et en avançant sur cette voie, on attribue des numéros aux domiciles de part et d'autre. Par convention, on attribue à gauche des numéros impairs, à droite des numéros pairs. Les deux principaux systèmes de numérotation sont la numérotation séquentielle et la numérotation métrique. En zone urbaine, on utilise en général la numérotation séquentielle. Première maison à gauche, numéro 1. Première maison à droite, numéro 2. Deuxième maison à gauche, numéro 3. Deuxième maison à droite, numéro 4. Et ainsi de suite, 5, 6, 7, 8, 9. Notons que même s'il n'y a plus de domicile à numéroter d'un côté de la rue, les numéros de l'autre côté continuent par le même principe. Ici, il n'y a pas de numéro 11 à gauche. Il faut quand même attribuer un 12 à droite. Il s'agit de respecter le principe de numéro uniquement impair à gauche et pair à droite. Voyons ce qui se passe en cas de nouvelle implantation. Lorsque de nouvelles maisons s'installent entre deux adresses, on utilise un numéro existant et on lui ajoute bis. S'il y a encore une nouvelle implantation plus tard, on utilise encore le même numéro en ajoutant terre cette fois-ci. Ici, 7 bis, 7 terres et 5 bis, 5 terres. La première limite du séquentiel, c'est ça. Cette numérotation ne prévoit que deux nouvelles adresses, entre des domiciles déjà numérotés. En cas de nouvelle implantation, il n'y a plus d'option. Une manière de pallier cette limite est d'utiliser des lettres au lieu de bis et terre. Après le 7A et le 7B, on opte pour le 7C, et ainsi de suite. Le risque, c'est que les nouvelles implantations ne vont pas forcément s'installer dans le sens des numéros. Ainsi, on se retrouverait avec des adresses dans le désordre, 7C, 7, 7A, 7B. C'est pour ça qu'on utilise ce système plutôt en ville, où l'espace est déjà quasiment saturé, là où il n'y a que peu ou pas de place pour de nouvelles implantations, et donc le problème ne se pose pas tellement. Le séquentiel est aussi utilisé dans les complexes immobiliers, comme les lotissements et les copropriétés horizontales. Dans la campagne, on utilise généralement la numérotation métrique. Il s'agit de mesurer la voie à partir du point 0. Et ce qui constitue le numéro attribué est la distance entre le début de la voie et l'entrée du domicile. Concrètement, on mesure la distance à partir du point 0. Arrivé devant une entrée, on a le choix entre plusieurs numéros. En effet, un portail mesure plus de 4 mètres en général. Ici, le portail est entre les marques 62 et 66 mètres. Si le domicile est à gauche, on choisit entre les numéros impairs. Si le domicile est à droite, on choisit parmi les numéros pairs. Pour cet exemple, on choisit entre les numéros 63 et 65. Disons 65. Le domicile obtient le numéro 65. Par le même principe, le domicile suivant obtient le 89. Pareil à droite, on mesure et on choisit un numéro pair. 78 mètres, numéro 78. 110 mètres, numéro 110. Voilà le principe de la numérotation métrique. Existe aussi la numérotation décamétrique, qui lui est similaire, à la différence près que la distance n'est pas mesurée en mètres, mais en décamètres, c'est-à-dire en dizaines de mètres. Pour respecter le pair à droite, impair à gauche, on arrondit alors au numéro le plus proche. Même si le portail n'est pas à 70 mètres, on attribue le numéro 7, le numéro 19 pour 183 mètres. L'avantage du décamétrique est que le numéro est moins long. L'inconvénient est le même que le séquentiel, option limitée en cas de nouvelles implantations. Justement, les nouveaux domiciles ont numérotation métrique. Quand il y a une nouvelle implantation, le numéro attribué suit la même méthode de mesure en mètres. Le nouveau numéro est alors cohérent avec les autres numéros. Quand on les regarde à la suite, ils sont dans l'ordre. De même, s'il y a une nouvelle maison sur un terrain qui a déjà une adresse,
Plusieurs numéros sont disponibles pour cette nouvelle adresse, même si on garde la même entrée. L'avantage du métrique est cette capacité à prévoir en gardant cohérence. Voilà pour la numérotation des domiciles. Passons à la désignation des voies. Désigner une voie consiste à définir deux éléments. Un terme générique, le type de voie, et un terme spécifique, le nom de la voie. Voici quelques exemples de types de voies. La rue, la ruelle, le chemin, le sentier, la route, la grande route. Non, il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas la grande route, c'est bien la grande route. C'est comme la grand-mère. Le boulevard, l'avenue, la promenade, l'esplanade, l'allée, le cul-de-sac ou impasse, la cour, le cours, la place, etc. La liste est longue. Dans la longue liste des odonymes, le mot servitude n'apparaît pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur beaucoup de panneaux d'adresse à Tahiti, il est écrit servitude. C'est un abus de langage. Servitude n'est pas une voie, ce n'est pas un lieu non plus, ce mot signifie esclavage. Le mot servitude n'est pas un odonyme. C'est pourquoi il ne faut pas mettre le mot servitude sur les panneaux de voie. Ce serait quand même dommage que nos repères nous induisent en erreur. Voilà pour les types de voies. Passons au nom des voies. Avenue Prince-Inouï, boulevard Pomaré, route des Ananas. Comment choisit-on le nom de la voie? Beaucoup de voies portent le nom d'une particularité du quartier. Par exemple, rue des Champs, parce qu'il y avait des champs, place de l'Étoile, parce que vu d'en haut, ça a une forme d'étoile. Le sens est explicite dans son contexte d'origine. De nombreuses voies portent le nom de personnages politiques, militaires, culturels ou bien d'événements marquants. Ce choix-là participe au roman national et à la mémoire collective. L'histoire, ce sont les faits qui se sont passés. La mémoire, c'est la manière qu'un peuple choisit de se représenter son histoire. Donc il y a des choix politiques qui sont faits, politiques dans le sens gouvernance de la communauté, des choix pour rendre hommage à travers un monument, le nom d'une école, d'un stade ou d'une voie. Donc nommer une voie, c'est l'occasion de rendre hommage, d'honorer une personne, un groupe de personnes, un événement. Mais comme c'est un choix politique, il peut être contesté plus tard, selon la mouvance des gens au pouvoir, selon le roman national que le pouvoir public veut enseigner à la population. C'est pourquoi il y a des voies qui ont changé de nom, certaines plusieurs fois. En démocratie, la décision du nom se voudra participative, même si c'est le pouvoir public qui décide de la procédure de la démarche participative. Chaque commune décide pour son propre processus de décision participatif. Afin de numéroter les domiciles et désigner les voies de manière optimisée pour mieux se repérer au Fénois, j'ai créé un système d'adressage que j'ai nommé repère mètre. Pour attribuer un numéro au domicile, repère mètre préconise la numérotation métrique. Dans les chemins qui partent de la route de ceinture, on détermine le point de départ, le point 0 en bord de route. Mais où définir exactement ce point 0? Prendre pour repère la limite goudron-terre est incertain. En effet, la largeur de la route goudronnée est variable. De plus, le chemin peut être lui aussi goudronné, du moins au début. Pour toutes ces raisons, repère mètre préfère définir le point 0 du chemin à 6 mètres de la ligne centrale. C'est donc la ligne centrale qui est prise comme repère fiable. Depuis ce point 0, on mesure en mètres et on attribue des numéros pairs à droite et impairs à gauche. Et sur la route de ceinture, où placer le point 0? L'idéal sur une île, avec une route qui en fait le tour, c'est d'avoir un seul point 0, et donc considérer la route de ceinture comme une seule voie, qui se termine au point 0. On numérote en faisant le tour de l'île et on finit au point de départ. Mais les configurations des routes demandent parfois de créer plusieurs points 0 et donc plusieurs voies. Dans certains cas, comme l'exemple présenté ici, malgré la présence d'un croisement, il est possible de tout de même considérer une voie unique. Cela signifie que la numérotation commence à un seul endroit et va croissant tout autour de l'île. Voilà pour ce qui est de la numérotation des domiciles. Voyons à présent comment désigner les voies, leur attribuer un type et un nom. On détermine 3 types de voies. D'abord, la route de ceinture. Ensuite, parmi les voies issues de la route de ceinture, il y a les voies larges, où 2 véhicules peuvent se croiser sans se gêner, et les voies étroites. Repère mètre attribue à la route de ceinture le type grand route, en tahitien prumurhei. Pour les voies larges, on prend le mot route, en tahitien prumu. Et pour les voies étroites, le mot rue, en tahitien arwa, soit 3 types de voies. Concernant le nom de voie, repère mètre propose de ne pas nommer les voies, mais de les numéroter avec le système métrique, afin de les situer plus facilement. En même temps, et de la même manière que l'on numérote les domiciles en bord de route, on numérote les voies qui partent de la grande route. Concrètement, de part et d'autre de la grande route, les domiciles sont numérotés. Dans cet exemple,
Les numéros attribués au domicile indiquent qu'on est à 1985 mètres du point zéro de la grande route. 1990, 2013, 2026 mètres. La voie entre le domicile 1990 et le 2026 est à 2000 mètres du point zéro. Étant large, c'est une route. Repère mètre la désigne ainsi. Route 2000. Numéro pair parce qu'elle est à droite. En face, à gauche de la grande route, il y a une voie étroite entre les domiciles 1985 et 2013. C'est donc une rue. Et repère mètre la désigne ainsi. Rue 2001. Numéro impair parce qu'elle est à gauche. Grâce au fait que les voies sont numérotées, on les trouve rien qu'en suivant l'ordre des numéros des domiciles. Pas besoin d'indications supplémentaires, pas besoin de plan ni de carte. Qu'en est-il des chemins secondaires, c'est-à-dire des bifurcations sur ces voies-là? Par exemple, sur la route 2000, on numérote ses domiciles et il y a une voie secondaire. Repère mètre numérote cette rue secondaire en utilisant le numéro de la voie principale comme radical et en y ajoutant un suffixe. Ce suffixe est défini par la numérotation métrique. Le début de cette rue secondaire est situé à 211 mètres de la grande route. Repère mètre désigne cette voie secondaire rue 2000-211. 2000 est le radical pris à la voie principale route 2000. 211 est la distance entre le début de la route 2000 et l'entrée de la voie. En lisant rue 2000-211, on a l'information comme quoi c'est une voie secondaire et qu'il faut d'abord prendre la voie numérotée 2000 pour ensuite accéder à cette voie secondaire. Pas besoin d'indications supplémentaires, pas besoin de plan ni de carte. Ensuite, on numérote les domiciles sur la rue 2000-211 et s'il y a une bifurcation sur cette rue secondaire, on continue avec le même principe. Rue 2000-211-64. Toujours pair à droite et impair à gauche pour cette nouvelle rue. Ainsi, on trouve la route 2000 entre les domiciles 1990 et 2026. On trouve la rue 2000-211 en empruntant la route 2000 et entre les domiciles 200 et 220. On trouve la rue 2000-211-64 en empruntant la route 2000, puis la rue 2000-211 et entre les domiciles 48 et 72. Numéroter les voies nous donne un repère précis. Mentalement, on les place entre les domiciles numérotés. C'est pratique, explicite et rapide. En parallèle, il est important aussi de valoriser l'identité des lieux à travers des noms. Mais au lieu d'attribuer un nom à chaque voie, repère mètre propose de nommer les quartiers. Un quartier, ce n'est pas une voie, il ne faut pas confondre. Chaque quartier est composé de plusieurs domiciles. Certains quartiers sont entièrement sur une seule voie, d'autres s'étalent sur 2 voies, d'autres encore sont parcourus de 3 voies, voire plus. En outre, une même voie peut traverser plusieurs quartiers. Et certains domiciles n'appartiennent à aucun quartier, mais sont bien sur une voie. L'idée est donc d'indiquer 2 informations sur les panneaux. Sur les poteaux, la signalétique ressemblerait à ça. On a la précision du repère via les numéros et l'identité est valorisée via le nom du quartier. Séparer le panneau du quartier permet de le remplacer en cas d'erreur de graphie ou s'il y a revendications identitaires différentes et ce, sans modifier le panneau de voie. Voilà donc ce que propose le système d'adressage repère-mètre. Chaque domicile obtient une adresse suivant ce modèle. Un numéro de domicile, une voie numérotée, un quartier nommé le cas échéant, le district et l'île. En tahitien, ça donne Enumeratat fare, enumerat o tateara, ei o tate tuha aure, if aite ato te o te mateina et o te motu. Repère-mètre a aussi un volet pour les domiciles sur les îlots et ceux dans les complexes immobiliers, lotissement en copropriété. On en parlera une prochaine fois. On abordera aussi la notion de district, l'adressage sur les atolls et la langue utilisée sur les panneaux. Certes, repère-mètre demande de changer ses habitudes, mais c'est le cas de l'adressage en général. Avoir de nouvelles adresses, quelles qu'elles soient, demande de s'adapter à une nouvelle manière de se repérer. Autant choisir la plus efficace.